la mélodie et suivez les paroles. Les paroles qui vous replongent dans la mémoire profonde des peuples. Oubliez la mélodie et écoutez les légendes qui refusent de tomber dans l'oubli. Les paroles qui refusent de s'envoler. Miniamba, Tunkama Lambelon. Ces mots ne sont pas une chanson, ce sont des vestiges, des ossements de mémoire, un murmure ancien qui traverse les siècles, porté par les griots, les fleuves et le silence du désert. Derrière Miniamba, derrière Saba, derrière Bida, se cache l'un des mythes fondateurs les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. La naissance et la chute du Ouaga, l'empire que les Arabes nommeront plus tard le Ghana. Bien avant les cartes, bien avant les chroniques arabes, le Ouagadou était un territoire rude, presque inhabitable. Un espace où l'eau décidait de la vie ou de la mort. Ici, rien ne se faisait sans le fleuve. Boire, cultiver, se laver, survivre tout simplement. Tout dépendait de lui. Et ce fleuve n'était pas un simple cours d'eau. Il avait un maître, un serpent, immense, sacré et surtout très redouté. On l'appelait Bida, Miniamba ou Saba, qui signifie gros serpent en malinké. Un python mythique, génie tutélaire du territoire, gardien de l'abondance, mais aussi de la terreur. Au 7e siècle, un homme arrive avec une troupe armée. Son nom, Dingahore. Toutes les traditions soninké accordent. Il est l'ancêtre mythique des Soninké, venu de l'Est, parfois relié symboliquement à Assouan. Dingahore affronte les peuples autochtones, les Karo et les Karogo, dans les guerres si violentes que certains groupes fuient vers le Karta et le Manding naissant. Le serpent garantit la victoire, la prospérité, l'or et la pluie. En contrepartie, le nouvel empereur doit faire un sacrifice, ou, disons plutôt, les sacrifices humains. Chaque année, ou selon certaines versions, tous les 7 ans, une fille du royaume devait être livrée au serpent. Pas une fille ordinaire, mais la plus belle, la plus pure, la plus aimée et surtout la plus convoitée. Ainsi naquit la richesse du Ouagadou, mais aussi les débuts de sa malédiction. Les années passèrent et l'empire prospère. L'or coule, les caravanes affluent, mais la peur aussi grandit. Car chaque sacrifice est un deuil public, chaque offrande est une mère brisée. Peu à peu, donner naissance à une fille devient une angoisse. À quoi bon d'aimer si c'est pour offrir? À quoi bon de protéger si c'est pour perdre? Le serpent existe toujours, toujours et toujours. Un jour, le choix tombe sur une fille du village, Sia Yatabere, appelée aussi Assian, la plus belle vierge de l'Empire. Ce jour-là, un calme précaire s'empare de tout l'Empire. Les douces mélodies appuyées par des chants collectifs apaisent les esprits. Le dernier moment d'une fille, portée pourtant par les habitants de l'Empire, mais sur elle, l'inévitable choix est tombé. Elle doit rejoindre les trous du serpent au nom du bonheur collectif. Elle doit être sacrifiée pour que l'eau continue à couler et que l'Empire maintienne sa prospérité. Oui, tout est prêt. Sia doit partir, mais pendant que les femmes et les hommes de l'Empire s'apprêtaient à se libérer d'elle, un événement inédit se passe. Un jeune homme lève le doigt et dit non. Le jeune homme est appelé, s'est fait droiter. 2 fois déjà, ce prince avait perdu ses fiancées livrées à Bida. Mais cette fois-ci, il dit non. Il dit non au nom de l'amour qu'il porte pour Sia. Il dit non, même en renonçant à sa propre vie.
Mais qu'est-il arrivé à ces jeunes hommes pour avoir le courage de s'opposer à un principe établi depuis des générations? D'où tient-il cette étonnante hardiesse et surtout cette témérité qui deviendra légendaire? Au-delà des questionnements, c'est la vie même du jeune qui inquiète les populations, car Saba, Miniamba le gros serpent, est très redoutable. Porté et galvanisé par l'amour, le jeune homme se positionnant alors aux alentours du trou, où le serpent attendait impatiemment sa proie régulière. Tout est prêt. Sia, le choix de cette année-là, est devant une foule qui l'accompagne à son dernier espace. La mélodie est en basse fréquence, avec un accord inconsciemment adapté à la marche funèbre. Les derniers périmètres à peine franchis, Céphée Dorothée s'y rapprocha davantage du trou, soulevant son sabre, limé à cet effet. Le serpent fit une première apparition de la tête, regardant malicieusement autour de lui. De sa langue, il balait le tour de son immense gueule avant de disparaître. Quelques minutes plus tard, il ressort paresseusement la tête. Cette fois-ci, son imposant corps sort du trou. C'est en ce moment précis que le téméraire jeune homme se précipita sur les reptiles géants. La fiancée de Sia arriva au bout du génie. La tête de Saba traîne déjà au sol. Le sang du python sacré se mêle à la terre. Selon d'autres traditions, Sia est sacrifiée malgré tout. Le héros arriva trop tard, et ce n'est que plus tard que Bida est tué. L'un ou l'autre, le Saba appartient maintenant au passé, et au sein de l'Empire, rien ne sera plus comme avant. Mais avant de périr, le gros serpent formula une malédiction sur l'Empire en annonçant sa destruction totale. 7 années, 7 mois et 7 jours de sécheresse, le fleuve se retire, les récoltes meurent, le Ouagadou s'affaiblit. Sans son génie titulaire, l'Empire devient vulnérable. Les siècles suivants verront les assauts, les divisions, puis la chute. En 1076, la capitale Koumbi-Salé est détruite. Le Ouagadou s'effondre et le peuple soninké s'éparpille à travers l'Afrique. Le traditionniste Waka Mishoko apporte une précision décisive. Le véritable meurtrier des serpents se nommerait Iramakan. Ce serait après sa mort que ses descendants prendraient le nom de Sako. Sako, ceux qui sont nés après le serpent. Sako, d'où le nom des familles que nous appelons aujourd'hui Sako. Le chant Miniamba n'est pas qu'un mythe des serpents, c'est une leçon sur le pouvoir et ses compromis, sur le prix de la prospérité, sur ce qu'une société accepte de sacrifier pour sa survie. Aujourd'hui, la chanson Miniamba est sortie de son contexte historique pour s'adresser aux jeunes filles qui quittent leurs parents pour rejoindre le Kébon, le foyer conjugal. Elle les prévient sur les dures réalités du mariage et du foyer, comment une femme mariée doit se comporter envers son mari et sa belle famille. Aussi, la chanson s'adresse aux Tunkans, c'est-à-dire aux gens qui vivent loin de leur terre natale.
les aventuriers, les difficultés de l'aventure et les mépris qu'on peut vivre parce que tout simplement, on n'est pas chez soi. Tunkama Lambelon, un aventurier ne connaît pas son nom. Comme pour dire, quand on n'est pas chez soi, on doit renoncer très souvent à sa dignité. Porté par les voix et les mélodies, l'histoire de Miniamba, le gros serpent, continue sa marche de l'histoire avec de nombreuses interprétations. Les plus connues restent aujourd'hui celle de la sénégalaise Kumba Gawlo. Et de plusieurs autres interprétations, devenues aujourd'hui l'un des plus grands classiques de la musique mondiale. La chanson souligne un rappel, un fil tendu entre le passé et le présent. Car tant que l'Afrique chantera, le serpent ne sera jamais tout à fait mort. Mini amani tarata